Merci de nous suivre sur Ici Beyrouth. Bienvenue sur Ici Éco. Depuis l'annonce par le gouverneur de la Banque centrale, Riyad Salamé, du passage de la parité de la plateforme Saïrafa à 90 000 livres libanaises pour le dollar, après un plus bas historique de 143 000 livres libanaises pour le dollar, il y a à peine quelques semaines, la parité de la livre libanaise au marché noir est repassée sous le seuil symbolique des 100 000 livres libanaises par dollar. Cette tendance pourrait s'expliquer par l'injection quotidienne de plus de 70 millions de dollars en moyenne ces derniers jours, contre 20 millions précédemment. Au rythme actuel des dépenses de la BDL, de nombreuses interrogations sont légitimes, notamment sur la durée de cette intervention. Au Liban, le conflit politique est continu. Comment peut-on discuter avec le Fonds monétaire international, faire face à la hausse des prix, l'inflation, faire tourner la roue économique, ajuster les salaires, retourner à des niveaux de croissance acceptables et dire aux expatriés de venir au Liban? Le conflit politique bat son plein alors que la communauté internationale est fatiguée par les promesses vaines déjà formulées lors des conférences Paris 2, Paris 3 et CEDRE. L'économie libanaise ne pourra être réactivée sans flux massif de devises étrangères. Bienvenue sur Ici Éco. Durant cet épisode, nous abandonnons avec le directeur du ministère de l'économie, Mohamed Abou Haïdar, les questions liées à la dollarisation et la protection des consommateurs après un mois à peu près de l'annonce du ministre sortant de l'économie et du commerce, Amin Salam, qui a autorisé la tarification en dollars des consommations dans les supermarchés. Et est-ce que ces décisions ont pu protéger les consommateurs et aussi, durant cet épisode, nous nous pencherons sur l'actualité économique avec l'économiste en chef de la Biblos Bank, Nassib Ropri. Et voilà, on commence directement et j'ai le plaisir de recevoir le directeur du ministère de l'économie, Mohamed Abou Haïdar. Docteur Abou Haïdar, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci bien. Ça me fait un très grand plaisir d'être parmi vous, surtout avec ici Beyrouth. Merci beaucoup. Donc voilà, la question qui se pose directement, c'est pourquoi dollariser l'économie libanaise? Et maintenant, est-ce que quand on est passé à cette dollarisation, on est en train de protéger les consommateurs? En fait, nous avons pris comme point de référence l'annonce des prix en dollars. On ne peut pas considérer ça comme une dollarisation totale. Cette action avait comme objectif de réduire la possibilité de manipulation des prix, surtout par les commerçants, et, comme vous connaissez très bien, quand le taux de change du dollar fluctue. D'après notre expérience dans ce domaine-là, les prix haussent quand le taux de change augmentait, mais malheureusement parlant, pas vice-versa. Ceci va aboutir bien sûr à des prix fixes, ce qui donne la possibilité aux consommateurs de comparer les points de vente, même pour choisir le meilleur prix, ainsi que ça facilite encore à fur et à mesure les activités de contrôle sur le taux de profit réalisé. Mais voilà, mais si on dollarise aujourd'hui les consommations au supermarché, quel avenir pour la livre libanaise? C'est ce que j'étais en train de vous parler, cher Maurice. On n'a pas dollarisé l'économie. Ceci signifie une C'est seulement augmentation relier de les la prix. demande de dollars. Donc vous voulez dire ici que Ça, non, c'est très les prix sont seulement reliés à un indice qui est le dollar, tout à fait. donc fixé par chaque jour. Donc chaque jour est fixé cet indice-là pour comparer, pour aboutir à des prix Oui, un peu acceptables et pour réduire un peu les fluctuations et l'impact des fluctuations du dollar sur le marché noir en ce qui concerne les consommateurs. oui, tout à fait. Ça va bien sûr aboutir à des prix fixes, même de donner cette possibilité aux consommateurs de comparer entre les points de vente, les produits, les services. Mais Et aussi, bien sûr, on oui. va réduire la possibilité de manipulation des prix par les commerçants. Mhm. Ici déjà, donc, un mois après l'annonce du ministre de l'économie sortant Amin Salam en ce qui concerne la tarification en dollars au supermarché,
comment pouviez-vous juger les conséquences ou bien les résultats de cette politique qui a été appliquée par le ministère de l'Économie? En fait, surtout durant les crises économiques, la surveillance, même le contrôle classique de marché ne reste plus valable, Mm. car les différentes théories et même les concepts d'activités de commerce, les principes de base. Il s'agit quelquefois, comme vous connaissez très bien, les fluctuations soudaines des prix, Mhm. même l'instabilité de la chaîne d'approvisionnement, Oui, supply chain, ainsi que le comportement émergent de consommateurs rendent les activités de contrôle non optimales, quels que soient les moyens disponibles. mhm. Il ne faut jamais même oublier qu'il s'agit d'à peu près 22 000 petits marchés. Oui, et points de En vente. outre, il s'agit de 3 000 Donc plus que 22 000 points stations de de vente, vous gaz. voulez dire. Oui, oui, tout à fait. Mais en ce qui concerne la surveillance, vous êtes le directeur du ministère de l'Économie. Certainement, vous ne pouvez pas contrôler tout le Liban. Vous faites comment aujourd'hui pour surveiller, pour contrôler les supermarchés avec des moyens aussi limités? Tu as raison, on a à peu près 50 inspecteurs, on a plus que 30 000 points de référence. Il fallait qu'ils soient sous notre direction, mais comme j'ai déjà mentionné, il s'agit quelquefois des fluctuations soudaines des prix, même une instabilité de toute la chaîne d'approvisionnement. Tout ça rend un petit peu les activités de contrôle difficiles. Et il ne Mhm. faut jamais oublier même la responsabilité des autres ministères. Oui, certainement. Aussi le ministère je pense ici, il y a trop de ministères qui sont responsables. Quels sont les ministères responsables Oui, qui ministère de la qui vont travailler Santé, avec vous en de parallèle la aussi? Finance, l'agriculture, l'industrie, Mm. tourisme. Ouais. Donc, en ce qui concerne aussi les prix, aujourd'hui, on peut constater que les prix au supermarché augmentent en dollars et en livres libanaises. Pourquoi? Ça se fait comment? Euh, En fait, avec une petite comparaison, quand le dollar est stable, euh, j'ai pas toujours, honnêtement parlant, maintenant j'ai euh, quelques études déjà envoyées de notre consommateur. Oui, On n'a pas vu une augmentation au niveau du dollar, mais ok. malheureusement parlant, il y a toujours des manipulations des quelques euh, produits dus à une fluctuation soudaine, surtout qu'il s'agit de quelques produits et même des services qui sont durant notre déclaration, il s'agit d'une exception, par exemple pour les légumes, pour les fruits, Mhm, ne sont pas dollarisés. mhm. C'est pour ça que vous expliquez comment aujourd'hui, d'un jour à un autre, de voir le même Oui, produit dans un même supermarché où ce prix-là, le prix de ce produit-là va augmenter en dollars. Et voilà, le chef du supermarché vient dire que voilà, ça, c'est pas de ma faute, ça, c'est la faute du fournisseur. Donc, tout à le fait. fournisseur m'a demandé d'augmenter les prix, donc, et moi, je dois m'adapter. Tu as raison. Tu as raison. Tu as raison. C'est ce qu'on a déjà reçu. Donc, la pauvreté augmente au Liban, avec certainement la perte du pouvoir d'achat des ménages, des consommateurs. On parle de dollarisation aujourd'hui des revenus. Certainement, vous avez dit qu'aujourd'hui, on on peut pas dire que ce qui se passe au Liban, c'est une dollarisation. C'est relier les prix qui existent à un indice dollar. Mais est-ce que Tout vous à fait. votez pour la dollarisation certainement des revenus du secteur public? En fait, Est-ce honnêtement qu'on est parlant, capable les aujourd'hui de salaires couvrir dont... Oui, oui. tel genre de dépenses? OK. Les salaires maintenant dans le secteur privé ont été ajustés et même corrigés vu les capacités d'adaptation et même les ressources disponibles au Hmm. secteur privé. Cependant, ni le cadre légal ou bien même les Ne ressources permet. favorisent Ouais. la dollarisation des salaires dans le secteur public. Hmm. C'est plus ici, donc c'est plus ici, si on avait les moyens, oui ou pas. C'est pas aussi le côté légal, parce qu'on peut toujours trouver une solution pour le côté légal. Oui, Euh, euh, mais, euh,
Mais Ça voilà, dépend des aujourd'hui, ressources oui. qui favorisent cette On attend la semaine dollarisation prochaine, le gouvernement va voter la correction des des salaires du salaires. secteur public et même du secteur privé. Euh, euh, Oui. vous pensez qu'on va aussi subir une inflation, une augmentation de l'inflation suite à une telle décision qui va être prise par le gouvernement? On se rappelle très bien ce qui s'est passé avec nous en 2016 avec la correction des salaires du public et ce qu'est cette correction aussi, l'impact de cette correction que nous avons vu aussi au niveau des finances publiques, au niveau des déficits. Cher Maurice, en fait, l'inflation est est un danger pour l'économie. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais en même temps, il fallait bien sûr ajuster les salaires, surtout des secteurs publics. Qu'est-ce qu'on a besoin aujourd'hui? On a sûrement aujourd'hui besoin de la confiance. Mhm. Cette confiance se génère suite à des actions, des réformes à plusieurs niveaux au secteur public et même il s'agit de réformes qui sont indispensables pour même stimuler la croissance économique. Et tout à fait encore, il faut attracter ou bien attirer les investissements de l'étranger. Et C'est aussi ce les qu'on flux de dit devises FDI, étrangères, Foreign Direct certainement. Investment. Oui. OK. Et donc, on va faire bien sûr bouger la roue économique. Et honnêtement parlant, et cela sera sans doute accompli par l'accord avec le FMI Donc vous voulez dire ou ici bien l'IMF. que le passage par le Fonds monétaire international est inévitable. Oui, oui. Donc juste, c'est pas pour les 3 milliards qu'on va avoir, mais sur dire seulement que le Liban n'est plus un menteur, que les responsables ici ont commencé les réformes, et ils ont commencé à appliquer tout ce qu'ils ont voté durant Paris 2, Paris 3 et Cèdre. Oui. Monsieur Maurice, en fait, ce ne sont pas les 3 milliards prévus qui vont affecter Certainement. l'économie, mais plutôt c'est la confiance que le Liban pourra regagner au niveau international suite à l'accord avec le Mm. FMI. Vous- euh, Ce qui va bien sûr stimuler le redéclenchement des activités d'investissement accompagnées par les réformes dans les différents secteurs clés. Certainement, les 3 milliards ici sont rien à les comparer avec les 20 milliards qui ont été dépensés en ce qui concerne les subventions. La politique des subventions, plusieurs experts disaient que voilà, le ministère de l'économie, le gouvernement est responsable, ainsi que la Banque centrale, en ce qui concerne les 20 milliards de dollars qui ont été dépensés d'une façon inadéquate durant les 3 années Inadéquate, les 3 années qui ont bien sûr passé. inadéquate. Tu as raison. Il fallait qu'elle soit adressée directement pour les personnes, pour les familles qui ont besoin. Qui est responsable alors? C'est les politiques du Bien gouvernement. sûr, le gouvernement. Oui, certainement, c'est le gouvernement. Donc, pour finir ici, vous pensez la relance commence d'où? Vous êtes directeur du ministère de l'économie, vous êtes en contact avec la communauté internationale, le Fonds monétaire, les institutions internationales. Pour la communauté internationale et pour les personnes qui veulent voilà, être ici à côté du Liban, il faut commencer d'où? Par le secteur public, par l'électricité, par les réformes fiscales. Donc, on doit commencer d'où, vous pensez? Comme j'ai déjà mentionné, Monsieur Maurice, on a besoin d'un mot-clé. Comme vous connaissez bien, lors de la soutenance d'une thèse, toujours on marque, après l'hypothèse, Hmm. les mots-clés. Un mot-clé qui est très Vous voulez intéressant, dire la confiance ici? indispensable, c'est la confiance. Maintenant, si vous voulez, pour qu'on puisse avoir cette confiance et pour que le Liban pourra regagner au niveau Il faut commencer à international travailler. cette confiance. Oui, tout à fait. Il s'agit de du côté légal, il s'agit de faire, si vous voulez, cette réforme au niveau d'électricité, au niveau de la même restructuration Du secteur bancaire. du secteur bancaire. Oui. C'est très intéressant, c'est indispensable maintenant, surtout dans cette situation critique au Liban. Vous pensez jusqu'à quel point la Banque centrale peut continuer à intervenir sur le marché pour un peu contrôler le taux de change parallèle?
C'est une question de truc un petit peu, cher Non, non, Maurice. non, c'est Mais seulement macro. Donc, je ne suis pas ici à demander oui, à oui, propos oui. ni des chiffres, ni des nombres, ni rien. Donc, voilà, juste Oui, 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 je connais tout votre point ça. de vue. Malheureusement parlant, en tout cas, tu connais bien, durant ces 2 ans, les circulaires 151, les circulaires 154, les circulaires 158 et même les circulaires 161, surtout pour le secteur public, en absence de la gouvernement, en absence des réformes proprement dites, Oui. malheureusement parlant, seulement la Banque centrale était en train d'intervenir Mais avec tous pour ces qu'on circulaires, puisse plus on ou ne moins. faisait que qu'acheter du temps. Il fallait acheter Oui, du temps je pour suis. commencer les réformes. Oui, pour commencer les réformes, bien sûr. C'est Mhm. ça. Et maintenant, il fallait commencer. Est-ce que vous C'est avez ça, des c'est ce que j'ai informations déjà mentionné avec. Monsieur Abou Haïdar, est-ce que vous avez des informations en ce qui concerne, entre guillemets, la dollarisation des prix des carburants? Et en fait, c'est sous l'autorité du ministère. Certainement, mais vous avez des informations. On va passer, ce qui a Oui, été mais appliqué, jusqu'à maintenant, ce ça qui ce a que été j'ai. appliqué dans les supermarchés va être appliqué aux stations de carburant. Mais malheureusement parlant, j'ai déjà discuté un petit peu avec son Excellence, Monsieur Dr Walid Fayad. Mhm. Il a refusé jusqu'à maintenant. Jusqu'à C'est ce que maintenant. j'ai Et son déjà connu. argument, donc, Jusqu'à maintenant. parce qu'il tient en main quel argument? Yani, c'est ce qu'il m'a déjà mentionné. Ok. Il m'a dit qu'il ne va pas passer pour une dollarisation. J'ai déjà discuté ça avec lui, qu'il s'agit c'est pas une dollarisation totale, plutôt c'est utiliser comme point de référence l'annonce des prix Mhm. en dollars. Donc voilà. Moi, voilà, je voulais juste, en fin de cette entrevue, vous remercier, Dr Mohamed Abou Haïdar, donc, pour être avec nous durant cette première partie de cet épisode. Et voilà. Vous avez quelque chose à ajouter? Merci, Monsieur Maurice. Oui, il faut jamais oublier que le Liban, en fait, c'est un pays importateur de plus de 80% des produits, sous différentes formes, des matières premières jusqu'aux produits finis, prêts à la consommation. Mhm. Donc, les prix sont toujours affectés significativement par les prix internationaux, ainsi par le coût du transport et quelquefois les assurances marines. Certainement, Tout avec tout ce qui se passe ceci, partout au monde aujourd'hui, oui, le coût de l'assurance est c'est aussi ça. élevé. Oui, tout ceci ne cesse d'affecter les prix finaux, surtout encore suite à la pandémie du Covid, ainsi qu'au conflit entre l'Ukraine et Et la la Russie. Russie. Et voilà. Le directeur du ministère de l'économie et du commerce, Mohamed Abou Haïdar, merci d'être avec nous. Merci à vous. Et voilà, on continue avec la seconde partie de cet épisode avec l'économiste en chef de la Biblos Bank, Nassib Roblil, pour l'actualité économique. L'économiste en chef de la Biblos Bank, Nassib Roblil, bienvenue. Merci. On discutait avec le directeur général du ministère de l'économie, Mohamed Abou Haïdar, à propos de la dollarisation. Est-ce que vous pensez que la dollarisation doit s'accompagner avec un plan de réforme, dont aussi ce plan doit inclure aussi la restructuration complète du secteur bancaire? Je ne vois pas le lien entre la dollarisation actuelle des prix au Liban et la restructuration du secteur bancaire. La dollarisation de l'économie et dernièrement des prix est due à des facteurs précis. Personne ne prétend que c'est une solution. Ce sont des mesures qui ont été prises en accord avec le secteur privé pour donner un peu de transparence et de stabilité pour les prix à cause de la fluctuation du taux de change de dollar sur le marché parallèle. Mais ce n'est pas une solution en elle-même. C'est une mesure temporaire jusqu'à ce que les réformes commencent, les réformes structurelles Certainement, on va discuter à commencent. propos des réformes, mais est-ce que vous êtes pour la dollarisation des revenus total des secteurs privés et publics? Mais c'est un fait accompli aujourd'hui. Mais pour le public?
Non, On n'a pas les moyens. les publics, non. Si on va commencer à imposer les revenus en dollars, donc il faut payer les salaires taxes en dollars. et aussi, ouais, certainement. En ce qui concerne, vous voulez dire ici les revenus comme assiette. Donc, Oui, oui. pour le trésor. Et puis, il y a un certain nombre de compagnies au Liban qui ont des revenus en dollars. Ce n'est pas toute l'économie qui a des revenus en dollars. Ce n'est pas tous les gens qui ont des revenus en dollars. Donc, ce n'est pas une solution. Je sais que l'État a besoin de recettes, mais la solution pour augmenter les recettes de l'État, du Trésor libanais... plus des taxes et des... Certainement pas imposer ou augmenter les taxes les qui taxes. existent, mais aller vers des mesures qui ont été jusqu'à présent ignorées, telles combattre la contrebande, l'évasion fiscale, l'évasion douanière, peut-être imposer une taxe spéciale sur ceux qui ont profité des subventions des produits importés. Mais peut-être parce que l'augmentation des taxes, c'est l'instrument le plus facile pour collecter plus. Mais en tant qu'histoire économique, on voit que l'augmentation des impôts, Dans une phase de récession. dans n'importe quelle phase économique, n'aboutit pas au résultat voulu. Au contraire, on a vu l'augmentation des impôts en 2017 n'a pas augmenté les recettes de l'État. Les recettes de l'État, des impôts, étaient équivalents à 15% du PIB en 2017. Elles sont restées à 15% du PIB en 2018, malgré la loi qui a augmenté les impôts sur la consommation, sur les bénéfices. Donc, je ne crois pas que augmenter les impôts, imposer de nouveaux impôts, est une solution quelconque. Même si on a une croissance économique, il faut élargir l'assiette des recettes à travers les sources qui ont été négligées jusqu'à présent. Oui, avec le manque continu d'informations officielles, vous êtes convaincu que le Liban a pu passer un taux de croissance de 3% en 2022, on s'attend à 5% en 2023, avec toute la situation dans laquelle ce pays se trouve? Ce sont des prévisions très préliminaires, même pour 2022. Moi, j'observe la croissance des secteurs et pas de l'économie en entier. C'est très difficile de mettre un chiffre précis sur la croissance économique et j'attends le rapport du Fonds monétaire international, le rapport détaillé, qui va pour la première fois inclure des chiffres sur la croissance ou la contraction économique, parce que ça fait depuis 2019 que le Fonds n'a pas publié des chiffres économiques sur le Liban. C'est parce que l'économie parallèle a été aussi amplifiée durant ces 3 années. Certainement, officiellement, l'économie parallèle est équivalente à 30% de l'économie. Donc aujourd'hui, je crois que l'économie parallèle est au moins 50%. Au moins 50% de la taille de l'économie. Donc dire 50% de la taille de l'économie réelle. Donc on peut passer à 5% de taux de croissance durant 2023 ? Mais ça dépend. Ça dépend de la confiance, ça dépend du choc positif. Ça fait depuis 2019 qu'on attend un choc positif et ça fait depuis 2018 qu'on a une contraction économique. Donc il est temps que l'économie naturellement fait un rebond en tant que croissance économique, activité économique. Mais en ce qui concerne les chiffres, c'est très difficile d'avoir un chiffre spécialement pour 2023. Nous sommes au début du 4e mois de 2023. Et même pour 2022, moi, je vois les chiffres par secteur, la croissance par secteur et non pas en tant qu'économie. On s'attend la semaine prochaine à une nouvelle correction des salaires pour le secteur public et le secteur privé. Certainement pour le secteur public, donc sans une vraie restructuration de ce secteur-là. C'est ça le problème. Certainement, l'inflation est un danger pour l'économie. Est-ce qu'on s'attend à une hyperinflation au Liban dans la période qui vient? Malgré l'inflation galopante que nous avons aujourd'hui, les derniers chiffres montrent que l'indice des prix de la consommation a augmenté de 190% entre février 2022 et février 2023. Mais ce n'est toujours pas une hyperinflation. C'est une inflation galopante, mais pas une hyperinflation. L'inflation a augmenté de 25% entre janvier et février de cette année. Mais si on continue à augmenter les salaires du secteur public, ça va nuire aux employés eux-mêmes du secteur public parce que leur pouvoir d'achat va diminuer, va reculer.
Donc ce n'est pas une solution, spécialement quand la seule source de ces augmentations, c'est la Banque du Liban qui doit imprimer des livres libanaises. Pour pouvoir couvrir cette augmentation des exactement. salaires. Je reviens sur les sources de revenus de l'État qui sont négligées et qui peuvent aider, comme le combat contre l'évasion fiscale, l'évasion douanière et la contrebande dans les deux sens. La contrebande dans les deux sens. Et il faut commencer par restructurer le secteur public. C'est ça. Mais cette restructuration nécessite une décision politique. Certainement. Ça a été voté durant le budget de 2017. Oui, mais on a appliqué la partie qui a augmenté la grille des salaires du secteur public et on n'a pas appliqué la partie on a donné samedi férié. Qui réforme le secteur public, qui arrête l'embauchement dans le secteur public et qui commence les réformes du secteur public. Donc, c'est une décision politique, non seulement de réformer, de restructurer le secteur public, mais de commencer les réformes économiques, financières et monétaires. Est-ce que le secteur privé au Liban, on peut parler d'une adaptation à la phase ou bien à toutes les circonstances dans lesquelles on vit aujourd'hui? Est-ce que certainement, on peut dire que le secteur public a pu s'adapter avec toutes ces conditions dans lesquelles on travaille aujourd'hui, et c'est le secteur public qui paie la facture seul aujourd'hui? La crise a commencé depuis 3 ans et demi. On n'a toujours pas de réforme. On n'a pas eu un choc positif pour déclencher les réformes ou commencer à récupérer la confiance perdue. Mais certainement, les compagnies qui sont dans une situation de survie plutôt que d'adaptation, parce qu'il n'y a pas de visibilité jusqu'à présent. Il y a des secteurs qui ont commencé leur restructuration, qui ont devancé le secteur bancaire, parce que le secteur bancaire a besoin de lois pour être restructuré, tandis que d'autres secteurs ont devancé. Il y a des sociétés, des compagnies qui ont adapté à la situation. Il y a d'autres qui sont sortis du marché tout en entier. Il y a des sociétés qui sont fusionnées. Le secteur privé a eu le privilège ou bien l'avantage de repayer toute sa dette vers tous ses prêts au secteur bancaire. Donc, ils n'ont pas de prêts bancaires. À un taux de 1500 livres. À un taux très bas. Donc, ça, c'est un avantage pour ces sociétés. Puis, elles ne donnent plus de crédit. Et troisièmement, elles touchent en cash seulement. On parle toujours de réforme. Il faut commencer d'où? Est-ce qu'il faut commencer aujourd'hui par la restructuration du secteur bancaire? C'est primordial. Ou bien il faut commencer par le secteur public? Ou bien il faut commencer par la contrebande, par l'électricité? Si moi aujourd'hui je vais commencer à dire que voilà, je commence d'ici, il faut commencer d'où? Le titre principal de tout plan de réforme, c'est rétablir la confiance. Donc, pour rétablir la confiance, et c'est ça où j'ai eu des débats avec la délégation du Fonds monétaire international récemment, c'est qu'on peut mettre le plan le plus détaillé et le plus ambitieux pour l'économie libanaise. Mais si on ne commence pas par les sources principales qui ont abouti à la crise, les côtés techniques, les réformes techniques n'aboutiront pas à rétablir la confiance. Ces sources principales sont le respect de la Constitution, des délais constitutionnels, l'application des lois, le respect de la séparation des pouvoirs. Et la restructuration du secteur bancaire, ça commence comment? Le respect de l'indépendance du système judiciaire. Si on voit les indices de la gouvernance que la Banque mondiale publie chaque année, on voit que 90% des pays à travers le monde ont des gouvernements efficaces plus que l'efficacité des gouvernements libanais. 85% des pays à travers le monde appliquent la loi mieux que nous appliquons notre loi. 92% des pays à travers le monde ont une stabilité politique plus que le Liban. Donc, il faut commencer par ces indices de gouvernance pour commencer à rétablir la confiance. Et puis, les côtés techniques, ça va de soi. On commence par l'électricité, par le secteur public. Ça fait des années que tous les plans, tous les rapports annuels du Fonds monétaire, de la Banque mondiale,
des conférences pour le Liban, tel Paris 2, tel CEDRE, qui commencent par parler de l'électricité, du secteur de l'électricité. Les téléspectateurs attendent toujours à écouter des nouvelles en ce qui concerne le sort des dépôts bancaires. Oui. Donc, est-ce que les dépôts bancaires, un jour, vont être payés aux déposants? Aujourd'hui, les déposants n'ont toujours pas de réponse à 3 questions très importantes. Quel est le sort de leurs dépôts? De quelle façon ils vont les récupérer? Et dans quel bout de temps ils vont pouvoir utiliser ces dépôts? Jusqu'à présent, il n'y a pas de réponse claire, convaincante et crédible. Mais le gouvernement Hassan Diab avait mis en place un plan de relance qui a été voté aussi. Aussi, le gouvernement Meati, M. Saad Echem aussi a mis en place un plan de relance. Mais vous voyez comment ces plans de relance? Certainement, je suis pour le plan de relance, mais pas pour que le déposant paye le prix du gaspillage des gouvernements. Vous voulez dire que le plan de Meati, c'était le déposant qui allait payer toutes le plan les pertes? du gouvernement précédent et le plan du gouvernement actuel. Tant qu'il y a ce concept des pertes et que les pertes doivent être assumées par les déposants, c'est un plan qui ne va pas démarrer. Il n'y a pas d'appétit politique au Parlement libanais pour voter n'importe quelle loi, quel projet de loi qui impose ces pertes sur les déposants. Vous avez vu la commission du Fonds monétaire international à Beyrouth. On a toujours cet argument qui dit que le Fonds monétaire veut reprendre tout à zéro. Donc, même avec les déposants, même avec les déficits, donc on reprend à zéro. Si vous reprenez à zéro, on est là à côté de vous. Est-ce que c'est vrai qu'il faut reprendre à zéro, même avec les déposants et les dépôts bancaires, pour retrouver la communauté internationale, revenir être à côté du Liban? Mais si on reprend à zéro à travers ce plan-là, la confiance ne va pas être rétablie au moins les ressortissants libanais ne vont plus déposer leur argent dans les banques libanaises, même si ce sont de nouvelles banques. C'est un problème de confiance et on ne rétablit pas la confiance par éliminer les dépôts des gens qui n'ont rien à faire avec la crise. D'accord. Vous êtes expert en économie. Quelle solution pour les dépôts bancaires? Ça commence d'où? Ça commence par le gouvernement qui doit assumer une partie de ses responsabilités. En tout cas, le Fonds monétaire international, dans son communiqué de presse après sa visite au Liban, a été très clair. Il faut que le Parlement, le gouvernement et la Banque du Liban travaillent ensemble pour commencer à sortir de la crise. Et pour les experts qui disent que voilà, c'est les banques qui ont déposé tout l'argent ou bien que cet argent-là, qui est l'argent des déposants, ont été empruntés à l'État. Et c'est l'État qui a dépensé cet argent. Mais voilà, c'est vous, les banques, vous êtes responsables de ça. Faites tout pour rendre l'argent aux déposants. Oui, donc ce n'est pas les banques qui ont dépensé cet argent. C'est le gouvernement, ce sont les gouvernements qui sont succédés au pouvoir qui ont dépensé cet argent. Et c'est inadmissible de dire que le gouvernement n'a pas de moyens pour repayer sa dette. Comment le gouvernement a de l'argent pour repayer cette dette? Le gouvernement... Avec la privatisation? Non, pas la privatisation. Et comment alors? Il faut que l'État libanais est très riche. Il monopolise et gère des secteurs vitaux au Liban, le secteur de l'électricité, des télécommunications, du transport. Et l'un des problèmes qui a abouti à la crise, c'est la mauvaise gérance de ces secteurs-là. Quand on attire des sociétés multinationales expertes pour gérer ces secteurs-là, et on établit des instances régulatoires autonomes, indépendantes. Donc, on évite l'ingérence politique dans ces secteurs. Et ces secteurs commencent, au lieu d'être un fardeau sur l'économie, sur le trésor libanais, ils deviennent une source de rentrée pour le trésor. Et donc, une partie de ces rentrées, au fur et à mesure, doit aller aux déposants. C'est aussi simple que ça. Et il n'y a rien de mauvais et de nocif dans ce sujet-là. C'est ce que j'appelle une solution adéquate et juste. Mais le Donc gouvernement... Vous, en tant que banque, vous dites, rendez-nous notre argent, on rend l'argent des déposants.
il faut que l'État dit très clairement qu'il doit rembourser à la Banque du Liban ses obligations. C'est très simple, c'est aussi simple que ça. Au fur et à mesure, personne ne veut ces dépôts aujourd'hui ou maintenant. S'il y a des réponses claires pour ces trois questions, le déposant attend. Pourquoi conserver le secteur bancaire est aussi important pour toute relance économique? Aujourd'hui, le secteur privé n'utilise pas le secteur bancaire comme en avant. Il utilise le secteur bancaire seulement pour les transferts à l'étranger. Donc, bien que les sociétés libanaises ne sont plus endettées envers les banques, mais elles préfèrent travailler avec des prêts bancaires. N'importe quelle société à travers le monde préfère travailler à travers des prêts bancaires parce qu'elle n'a pas les moyens elle-même pour financer ses expansions, pour financer ses projets. Donc c'est naturel, c'est normal de dire qu'une relance économique doit avoir un secteur bancaire qui travaille de façon normale. Mais pour le secteur bancaire libanais regagne son activité normale, il faut rétablir la confiance. Et je retourne au facteur dont on a besoin pour rétablir cette confiance. Mais comment rétablir cette confiance quand on a quelques juges au Liban qui ont aussi qui ont lancé ou bien qui ont accusé certaines banques de blanchiment d'argent? Rétablir la confiance au Liban, comme je l'ai dit déjà, commence par le respect des délais constitutionnels, application des lois, le respect de la séparation des pouvoirs et l'indépendance du système judiciaire. Quel est l'impact économique au niveau de la relation avec les correspondants quand on sort des accusations contre des banques ici au Liban, tout en disant que voilà, ce sont des banques qui sont accusées de blanchiment d'argent? Aujourd'hui, les banques correspondantes à l'étranger ne réagissent pas immédiatement à ce bruit-là. Vous considérez ça comme un bruit? Ils suivent de très près ce qui se passe au Liban, mais ils n'agissent pas de façon aussi rapide. De façon aussi rapide. Et ils attendent avec le temps. Ils connaissent la situation au Liban. Ils sont toujours en contact. Les banques libanaises sont toujours en contact avec ces banques. Elles expliquent ce qui se passe au Liban. Et donc, les banques correspondantes attendent. On va attendre maintenant la décision du groupe FATFI pour voir son opinion sur l'économie libanaise. Oui, en ce qui concerne le financement du terrorisme et aussi, est-ce qu'on va être nommé le blanchiment d'argent, est-ce qu'on va être aussi nommé dans la zone grise? Ça veut dire quoi être nommer un pays dans la zone grise? Ça, c'est quelque chose que les banques correspondantes prennent au sérieux. Par exemple, le Nigeria et l'Afrique du Sud ont été cités sur cette liste grise en février, le 23 février. Donc, je ne veux pas faire des prévisions maintenant. Je sais que les banques commerciales libanaises sont très conscientes de ce problème-là et leur département de compliance travaille avec acharnement depuis tout le temps pour être à la mesure des lois internationales. Donc, au lieu de faire des prévisions si le Liban va être sur la liste grise ou non, je préfère attendre le rapport et la décision de Je consacre les dernières quelques minutes pour ce qui concerne le taux de change sur le marché noir. Le dollar, ou bien le cours du dollar sur le marché noir, passe où, vous pensez? Tout d'abord, est-ce que la Banque centrale détient encore des instruments et des moyens d'intervenir sur le marché pour pouvoir un peu contrôler ces fluctuations qu'on voit sur le marché? Tout d'abord, quand on parle d'un marché parallèle, c'est un marché qui n'est pas transparent, qui est opaque. Donc, il est manipulé par les spéculateurs. Par la demande pour les personnes qui disent que ça, c'est aussi frontières. contrôlé par la Banque centrale, vous dites quoi? La Banque centrale, on a vu l'effet d'intervention de la Banque centrale. Le dollar était à 140 000, il est aujourd'hui moins de 100 000.
Mais ce prix-là est toujours pour moi un prix artificiel. Ce n'est pas le prix réel de la livre Quel est le prix réel, vous pensez? Le prix réel, c'est quand on libère le taux de change et on laisse le marché, l'offre et la demande, Travailler seul. l'offre et la demande déterminer Le point d'équilibre. le taux de change réel. Oui, Donc, mais pour aboutir à cette décision-là, il faut commencer par des réformes pour qu'on commence quand on libère et on unifie les taux de change du dollar sur le marché ici, dans un environnement de flux de capitaux, dans un environnement de réforme ou bien du début de réforme, c'est le moment propice pour prendre cette décision-là. Donc, la décision de changer le taux de change officiel de 1507 vers 15 000 livres libanaises, c'était une première étape, un premier pas vers la libération du taux de change. Vous pensez que ça va être quand? Le gouverneur avait dit que le 15 000, c'était seulement pour quelques mois. Donc, oui, juin, juillet. Mais on s'attend à ce que la réforme commence pour prendre cette décision. C'est l'une des décisions du Staff Level Agreement avec le Fonds monétaire international. Et ça fait 1 an qu'on a signé cet accord et on a mis en place quelques réformes. Et donc le Fonds monétaire Est-ce que la Banque centrale aujourd'hui détient encore les moyens d'intervention sur le marché? Jusqu'à quel point elle peut continuer à intervenir? On a vu l'intervention à travers... L'intervention de 80 millions de dollars par jour. Oui, bien... c'est un coût élevé. On doit se rappeler, comme l'a dit le Fonds monétaire international, que ce n'est pas seulement la responsabilité de la Banque du Liban de maintenir la stabilité ou de commencer les réformes. C'est la politique ici. Il faut que le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et la Banque du Liban travaillent ensemble, en coordination ensemble, pour que les réformes démarrent. Donc aujourd'hui, la Banque du Liban est en train de prendre des décisions temporaires et jusqu'à ce que le climat politique soit propice pour les réformes Ma structurelles. dernière question, la fin du mandat du gouverneur Riyad Salamé approche. Celui-ci devrait s'achever le 1er août prochain. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à cet instant-là, aucun successeur n'a été nommé. Il n'est bien nommé. Donc, on s'attend à quoi? Je préfère répondre à cette question par dire ce que doivent être les priorités de la Banque du Liban dans l'avenir, quand les réformes commencent. Premièrement, la Banque du Liban doit arrêter d'être le créancier de l'État. Deuxièmement, la priorité... Le rapport du Fonds monétaire international ou bien la Commission a insisté sur ce point aussi. Oui. Deuxièmement, la Banque du Liban doit avoir pour priorité de combattre l'inflation. Troisièmement, le bilan de la Banque du Liban doit être plus détaillé dorénavant. Et quatrièmement, la Banque du Liban ne doit plus se contenter des dépôts des banques parce qu'aujourd'hui, les banques libanaises, après la restructuration du secteur, n'ont aucun appétit pour prêter à l'État, que ce soit le gouvernement ou que ce soit la Banque du Liban. L'économiste en chef de la Byblos Bank, Nassib Roubril, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Et voilà, merci à vous aussi, nos chers téléspectateurs. Vous pouvez revoir tous nos épisodes sur tous nos réseaux sociaux. Au revoir.